Bon après-midi et bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'être présent pour cette session qui ressemble on a un format maintenant assez réduit qui devient un format quasi séminarial, ce qui est très agréable et intéressant pour les gens qui sont là. Je remercie l'École française de Rome, l'Institut français et tout particulièrement Céline Torisi. Je ne sais pas si je dois véritablement la remercier parce qu'elle m'a précipité dans un exercice qui peut être scientifiquement périlleux, mais on va faire semblant de savoir s'occuper de ce genre de choses. J'ai le plaisir d'avoir dans ce panel trois experts professionnels que je voudrais vous présenter très rapidement. Béatrice Brugère, qui est vice-procureure au tribunal de grande instance de Paris, si je ne me trompe pas, voilà, et qui a eu une carrière de magistrat à Paris, à Versailles, avec en particulier à un certain moment des compétences de juge antiterroriste, qui a été aussi, qui a eu des fonctions dans les bureaux de la coopération internationale au ministère de la Justice et au service des affaires européennes, ce qui est toujours intéressant dans un contexte comme le nôtre qui se base sur la comparaison. Monsieur Salvatore Vella, qui est conseiller de cour d'appel et substituteur du procureur de la République d'Abrigante, et qui en fait est un magistrat qui a je pense une très solide expérience dans l'antimafia. Et enfin, M. Stefano Silvestri, qui est conseiller scientifique à l'Istituto Affari Internazionali et qui a été secrétaire d'État au ministère de la Défense, secrétaire d'État dans un gouvernement technique, ce qui veut dire, c'est pas un problème en soi, mais qui n'était pas affilié à un parti politique, et qui a été consultant, conseiller de différents acteurs institutionnels italiens, ministres, pour des questions de défense et de politique étrangère. Je voudrais ouvrir très rapidement les débats sur ce que j'appellerais la question des enjeux sécuritaires liés à ce titre de ce colloque, les infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale. La journée d'hier, celle de la matinée, a fourni un approfondissement assez utile en ce qui concerne la criminalité organisée et peut-être comment l'analyser, comment la penser. On a vu tout à l'heure les premiers ébats d'un débat épistémologique qui aurait pu être très très intéressant, ou enfin d'un débat scientifique tout au moins, si nous avions eu le temps, mais on aura toujours le temps ailleurs, ou peut-être pas, mais il y aurait beaucoup de choses à poursuivre. Je voudrais maintenant, dans cette session d'après-midi, qui doit être peut-être un petit peu plus rapide et fluide, ne serait-ce que parce que certains d'entre vous doivent prendre des avions, évoquer certaines questions que je soumets à nos interlocuteurs. D'abord, cette idée que la lutte contre la criminalité organisée est le maillon d'une chaîne globale de la sécurité. Alors, existe-t-il une dialectique entre la criminalité organisée et le terrorisme? Le terrorisme étant la thématique sécuritaire du moment, la priorité en Europe, une priorité affichée et réelle en France, une priorité affichée et peut-être nettement moins réelle en Italie. Alors, est-ce un cas séparé? Est-ce qu'il y a des cas séparés ou une dynamique conjointe? Une autre question que je soumets à votre sagacité, c'est celle des quartiers ou zones mafieuses en France et en Italie, dans le cadre d'une vision plus globale de la sécurité. Est-ce qu'il y a des dynamiques séparées? Est-ce que, par exemple, la criminalité organisée prend ses distances d'un terrorisme qui ne partage pas ses objectifs et qui pourrait devenir gênant par une pression policière autour de cette question-là? Ou est-ce qu'il y a des synergies potentielles? Et dans cette question du contrôle territorial et de la criminalité organisée, comment évaluer et comment articuler aussi la question de l'immigration clandestine et des réseaux liés à l'immigration clandestine. Dans ce rébus, criminalité organisée,
terrorisme et immigration clandestine, qu'une certaine presse, par exemple en Italie, lit très souvent. Et en fait, une provocation intellectuelle, le modèle, ce que j'appelle le modèle ISIS-Daesh, Daesh pour les Français, ISIS pour les Italiens, la dénomination dans les deux pays n'étant pas la même, est-il celui d'une organisation terroriste qui investit l'administration locale? J'ai voulu, par une espèce de provocation, renverser le titre du colloque, c'est-à-dire le paradigme des infiltrations d'administration locale au sein d'une organisation terroriste. L'étatisation du terroriste, ça bien sûr, c'est une provocation de ma part, mais qui reprend toute une série de constats qui ont été faits hier, et ces questions d'infiltration, qui ne seraient pas des infiltrations, mais plutôt ce que j'appellerais moi des mobilisations croisées. Et enfin, peut-être petite dernière idée, la question de l'articulation des fonctions de sécurité entre administration locale, forces de l'ordre, police, justice, mais aussi forces armées. Deux cas, moi, me viennent à l'esprit. Celui de l'utilisation des forces de sécurité dans le cadre d'une mission de stabilisation hors de l'Europe, et je pense en particulier au Kosovo, l'Afghanistan, et donc de la préparation d'instruments civils et militaires dans des contextes dans lesquels existe une dynamique mafieuse et parfois terroriste. Et puis ensuite, c'est le second cas, c'est celui de l'utilisation des forces armées sur le territoire européen, dans un territoire national, dans un contexte qui peut être aussi celui de la lutte contre la criminalité organisée. Et à cet égard, peut-être le cas italien pourrait nous être évoqué. Dans le désordre, évidemment, c'était une prise de pouvoir de ma part que de vous imposer ces thèmes, mais ils ne sont pas du tout imposés. Je serais très satisfait que nos collègues, amis et experts dérivent vers d'autres sujets. Et je vais commencer par Stefano Silvestri. Stefano, à toi la parole. Nous, peut-être une dizaine de minutes d'intervention pour chacun des membres du panel, et ensuite nous passerons à un débat. Merci. D'accord. Je ne sais pas si te remercier pour cette invitation, mais en tout cas, je prends la parole. Je dois dire que je ne suis pas un expert des choses que vous avez discutées, donc je me limiterai à faire des considérations d'un type peut-être un peu plus général. Avant tout, il me semble que la question des administrations locales, c'est certainement intéressant, mais l'évolution des mafias, de la criminalité et du terrorisme, c'est surtout une évolution globale. C'est vrai qu'elle a des attachements avec les territoires, elle est emplacée ici ou là, mais c'est très, très, très globalisé. Non seulement, mais l'évolution, il me semble que, bon, les réseaux sont globaux. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de liaisons entre les réseaux du commerce des armes, du commerce du tabac, du commerce des drogues, du commerce illégal, je parle des hommes, des personnes, c'est donc de l'immigration clandestine aussi. Et que pratiquement, ce sont les mêmes personnes, les mêmes organisations qui gèrent les différentes étapes de ce commerce. Donc, évidemment, là, il y a déjà une liaison assez particulière. Et ce commerce est international, est global, est transnational. Ce qui le rend très difficile à combattre. On peut combattre les moments où le commerce clandestin arrive dans nos territoires, mais c'est très difficile de les fermer, de l'arrêter, de le contrôler quand il n'est pas sur un territoire contrôlé par nous. Deuxième question, il y a une évolution, même dans la criminalité. Je lisais récemment des évaluations qui disaient que le cybercrime, la criminalité cybernétique, aujourd'hui rapporte aux criminels plus d'argent, globalement parlant, que le commerce de la drogue. Alors là, il y a évidemment quelque chose qui nous échappe et qui doit être, et qui certainement porte à ces attachements, soit avec la criminalité organisée, soit avec les terroristes, soit avec peut-être des services des États. Troisième point,
il y a aussi des différents pouvoirs transnationaux. Je pense par exemple aux grandes sociétés multinationales. Bon, qu'est-ce qu'on pense du fait qu'avec la complicité ou la non-complicité, je ne sais pas, de l'Irlande, Apple ait pu évader 13 milliards de dollars de taxes, est-ce que ça signifie que l'Irlande est un État mafieux? Est-ce qu'il y a un rapport entre criminalité et grandes compagnies multinationales? Évidemment, il y a là aussi, maintenant on parle beaucoup des paradis fiscaux. Mais les paradis fiscaux, c'est une expérience, mais il n'y a pas seulement les paradis fiscaux, il y a aussi les différences fiscales qui peuvent être utilisées d'une manière intelligente ou plus ou moins habile par les différentes grandes compagnies multinationales. Et les grandes compagnies multinationales, ainsi faisant, évidemment, contribuent à l'illégalité du commerce de l'argent. Donc, tout ça, à mon avis, donne une image beaucoup plus complexe dans laquelle la mafia, les terroristes sont présents, mais sont des maillons dans une chaîne de choses dans lesquelles les pouvoirs sont très compliqués. Et il n'y a pas seulement les pouvoirs locaux ou les pouvoirs nationaux, il y a les pouvoirs transnationaux, et il y a même l'absence tout court de pouvoir. Il y a évidemment la possibilité, il est dans l'intérêt de tout criminel d'avoir un endroit sûr où s'établir, un safe haven, comme disaient les... Alors, ça, on peut le faire en créant des kleptocraties. Ça a été fait dans les Balkans. Mais ça peut être fait n'importe où. On peut appeler ces kleptocraties, peuvent être aussi à l'intérieur de nos pays ou d'autres pays, dans des zones, on parlait une fois de pax mafiosa, d'endroits où sont arrangés les rapports d'une manière criminelle. L'organisation des rapports de manière criminelle, est-ce qu'elle est le début d'un nouvel État? Ben, ça c'est l'hypothèse Daesh. Mais je ne sais pas si je voudrais arriver à temps. L'État fort, est-ce que l'État fort arrive à combattre ces situations? Généralement, les États forts, ainsi dit, et autoritaires, considèrent plutôt ces mafias comme des possibles alliés. Il y a eu qu'il ne les craint pas. Ce n'est pas l'intérêt public à la base d'un État autoritaire. C'est différent. C'est sa capacité du contrôle du territoire et donc et des personnes. Et donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à réfléchir. Évidemment, l'expérience du fascisme, par exemple, en Sicile, a été assez intéressante de ce point de vue. Nous avons parlé de décentralisation, mais je me demande s'il ne soit aujourd'hui les États nationaux qui sont en train de perdre le contrôle de leur territoire. Par exemple, il était évident que dans les cas de certaines actions terroristes en France récemment, que le jeu entre la Belgique et la France des terroristes a compliqué énormément la possibilité de les bloquer, de les prendre. Bon, ça, qu'est-ce que c'est? Évidemment, les frontières ont joué très bien à l'avantage des terroristes, pas à l'avantage des États nationaux. Est-ce que donc et l'usage de la force militaire, est-ce que nous sommes sûrs que les forces militaires soient toujours anti-mafieuses ou anti-criminelles? Les forces militaires ont d'autres buts, ont le but d'assurer une victoire. Et donc, elles utilisent les instruments qu'elles ont à leur disposition. Les Américains ont utilisé la mafia en Italie. Mais les Américains eux-mêmes ont créé Al-Qaïda contre les Russes.
ils ont financé Al-Nusra en Syrie. Donc, et ça c'est tout à fait normal, ils ne sont pas les seuls qui ont fait ça. Les Iraniens utilisent Hezbollah. Donc, est-ce que il n'y a rien de nouveau dans ce type de relation? Et donc, est-ce que la réponse est dans l'intervention militaire? Il faut voir. Parce que peut-être l'intervention militaire, dans ce cas-là, ne va pas améliorer la situation, mais pourrait avoir d'autres buts. Et donc et répondre à d'autres buts. Donc, j'ai beaucoup d'incertitudes et je me limite à les mettre sur table pour l'instant. Merci. Merci pour ces incertitudes. Nous évoquions autour de la pause déjeuner des questions justement sur les rapports, peut-être dans d'autres termes que Stefano Silvestri, sur les rapports entre forces armées et terrorisme. Je laisse donc la parole là, maintenant à Béatrice Brugère pour une série peut-être de certitudes après les incertitudes. Non, je vais vous décevoir, j'ai aucune certitude, mais quelques hypothèses. Alors, merci en tout cas de me donner cette parole. J'indique tout de suite que, bien que je sois vice-procureur au tribunal de grande instance de Paris, je m'exprime en mon nom propre. Je n'engage pas du tout le parquet de Paris. Je le dis parce que c'est important. J'exerce pas ces fonctions actuellement, puisque en fait j'ai des fonctions syndicales et c'est à ce titre-là que j'ai récupéré une parole libérée ou libre, je ne sais pas. Voilà. Donc je n'ai pas non plus donc obligatoirement de solution. Ce qui est intéressant dans le cadre qui vient d'être posé, c'est la complexité en fait du sujet. Et c'est pour ça que moi, je vais peut-être apporter une expérience de praticienne en réponse à tout ce qu'on a entendu ce matin, qui sont toujours peut-être déconstruire aussi en partie certaines analyses. Mais je pense que pour le coup, rien ne vaut le territoire, la pratique et l'expérience peut-être aussi pour essayer d'avancer sur ce terrain miné. Alors, pour commencer, je reprends à mon compte ce qui a été brillamment décrit ce matin sur ces nouvelles menaces, en fait. Ces nouvelles menaces sont à la fois, cette expression sont à la fois globales et locales, et nous obligent aujourd'hui à avoir une réflexion également à la fois locale, en tout cas une réponse à la fois locale et globale. On ne peut pas se permettre, j'allais dire, d'avoir une réflexion uniquement locale ou uniquement globale, parce qu'il y a une interconnexion entre les deux qui font que si on n'a pas cette vision-là, ou en tout cas cette réflexion-là, on passera à côté, à mon avis, du sujet. Pourquoi ? Parce que ces nouvelles menaces sont des nouvelles menaces assez nouvelle d'une certaine façon, même si je rejoins ce qui vient d'être dit à l'instant, à savoir que rien de nouveau sous le soleil. Mais ceci dit, il y a quand même quelque chose de nouveau. C'est sans doute son côté postmoderne de ces nouvelles menaces qui ont très bien capté cette postmodernité de la mondialisation. Ils sont beaucoup plus postmodernes peut-être que nous dans leur manière d'agir. Et par exemple, quand vous disiez à l'instant que la cybercriminalité était sans doute un enjeu extrêmement important en termes de criminalité, je pense quand même qu'il faut faire attention. La cybercriminalité n'est qu'un outil, en fait, n'est qu'un support de postmodernité dont se sont emparés avec beaucoup de force et beaucoup d'intelligence les organisations criminelles, mais elle n'est qu'un support pour décliner leurs activités traditionnelles, en fait. Elle n'est pas une finalité. Je ne pense pas que la cybercriminalité soit une nouvelle forme de criminalité. Elle n'est qu'un support ce que j'appelle post-moderne, de ces organisations criminelles qui ont su, j'allais dire, et c'est leur nature propre, saisir les occurrences historiques. Et donc, c'est toute leur force qui est celle de s'adapter, d'être flexible. Et notre faiblesse, c'est toujours d'arriver avec une guerre en retard. Alors, je dis ça parce que la cyber, c'est un sujet qui est très à la mode en plus. On voit très bien qu'avec la cyber, on peut faire du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes, du trafic d'enfants, de la pornographie. Enfin bref, on peut tout redécliner à l'infini. Je ferme tout de suite la parenthèse. Et alors, on a beaucoup parlé ce matin
et je ne relance pas du tout le sujet quand je dis ça, de cette notion d'État fort, d'État fort et donc d'émergence de la mafia ou des choses comme ça. Alors moi, je suis un peu néophyte, parce que je ne suis pas du tout, j'allais dire, universitaire, ni je ne connais pas les phénomènes mafieux comme ils ont été décrits ce matin brillamment, et j'en remercie les intervenants. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, la notion même j'allais dire, de mafia, d'abord, n'est quasiment pas utilisée, on va être très clair. Elle ne correspond peut-être pas non plus à une réalité. Je pense que chaque nation a des spécificités criminelles. Et je ne relance pas non plus le débat sur la culture. Je referme tout de suite. Non, ce que je veux dire par là, c'est que cette notion d'État fort dont on a parlé ce matin, finalement, n'a pas été tellement non plus analysée. C'est-à-dire que dans l'État fort, il y a aussi une partie dont on a peu parlé, qui est celle de la partie de la justice qui est une fonction régalienne. Or, si ce matin, si j'ai bien compris, on a expliqué que quand même les organisations criminelles dites mafieuses, telles qu'elles ont été décrites dans l'Italie, ont pu émerger sur aussi un État centralisé mais faible, en tout cas dans sa construction. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les organisations criminelles prospèrent, alors là c'est une autre dynamique, quand la justice est faible. Ça, c'est un autre aspect, à mon avis, qu'il faut absolument avoir en tête. Donc je pars un peu plus loin pour partir de cette hypothèse qu'aujourd'hui, État fort ou État faible, ce qui est certain, c'est que si on a un État fort et une justice faible, de toute façon, on laissera prospérer des organisations criminelles. Et bizarrement, je pense qu'on peut avoir un État relativement affaibli avec une justice qui fonctionne bien. Voilà, donc il y a quand même plusieurs cas possibles. Oui, mais les choses sont complexes, ne sont pas si simples. Et dernier concept que je voudrais aussi rajouter, c'est qu'en effet, comme on est sur des nouvelles menaces qui ne sont pas que locales, mais globales, une justice forte, avec un État fort, mais avec aucune coopération internationale et aucune vision réelle d'action mondiale, enfin européenne déjà, on va rester déjà sur l'Europe, ne fonctionne pas. Et c'est ce que vous avez dit à l'instant. Oui, le terrorisme avec la France et la Belgique a révélé en plein jour ce que tout le monde sait d'ailleurs, c'est-à-dire une absence réelle de coopération efficace, j'entends, efficace entre nos pays voisins, démontre que de toute façon, si on se contente de signer des conventions ou des accords qui, dans la réalité, ne fonctionnent pas, on repart à la case zéro. Tout ça pour dire qu'en fait, et alors là je parle sur le cas français que je connais mieux évidemment que le cas italien, tout ça pour dire qu'en fait, nous en France, et ça ne vous a pas échappé, nous avons aujourd'hui une situation d'urgence, l'État est aux urgences, et la justice, elle est déjà, j'allais dire, dans un état un peu comateux. Donc, reprenons ce vocabulaire un peu médical, nous avons un rapport à la loi qui est assez particulier et qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, et je crois que ce n'est pas du tout le cas en Italie, lorsque l'on a un problème ou en tout cas une attaque terroriste, voilà, la réaction première de l'État, c'est de faire une loi. Un attentat égale une loi. Or, là où ça se complique, c'est qu'en France, les lois que l'on fait ne sont pas faites obligatoirement pour être appliquées. Et là où ça se complique encore, c'est que quand elles sont appliquées, elles le sont avec une justice faible. Or, je suis sur la théorie bien connue du maillon faible, c'est-à-dire que si on a toute une structure qui fonctionne bien, renseignement, police, État, mais qu'on a un maillon faible, c'est le maillon faible qui déterminera la résistance du système, c'est-à-dire une résistance faible. Et aujourd'hui, et ça, je vais dire, c'est dit même par notre ministre de la Justice, le dernier, Monsieur Urvoas, quand il est arrivé, il a dit « J'ai trouvé une justice en état de clochardisation ». C'est quand même quelque chose d'important. C'est le ministre qui le dit. Voilà, c'est pas nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir, j'allais dire, un système légal intéressant, mais si derrière, on n'a pas les moyens et une justice
qui n'est pas le cas de l'Italie indépendante. Ça aussi, ça mériterait d'être développé, mais je n'ai pas le temps. C'est vrai que la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée devient une affaire complexe. Et donc, il faut, à mon avis, resituer, en tout cas pour le cas français, cette action contre la criminalité organisée et le terrorisme. Déjà, de manière très simple et très pragmatique, il faut la resituer avec les moyens qui sont ceux de la justice. Sinon, on peut faire des très beaux colloques et des très belles déclarations, et puis je pense que dans 2 ans, on pourra refaire exactement le même colloque. Donc, c'est vrai qu'il faut aller jusqu'au fond, j'allais dire, du problème. Et le problème aujourd'hui, qui est le problème visible, et ça je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, qui est celui du terrorisme, ne doit en rien éclipser, dans les débats qui sont les débats français, la réalité de la criminalité organisée, qui est une réalité qui, à mon avis, n'est pas prise en compte comme elle devrait l'être depuis longtemps. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans le débat français, nous avons réglé le problème de la mafia, puisqu'on n'en parle pas, donc ça n'existe pas. Ce qu'on appelle le syndrome Tchernobyl, qui est assez simple et assez pratique, c'est-à-dire que nous avons encore des frontières qui sont surtout des frontières intellectuelles, qui fait que, en fait, le syndrome Tchernobyl fait que, comme on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc, la première priorité pour la France, c'est déjà de faire émerger un débat sur ces questions-là, c'est-à-dire la criminalité organisée, le côté mafieux de la criminalité organisée, qui est assez tabou, hein, les liens possibles, et on en reparlera peut-être après dans le débat, entre la criminalité organisée et le terrorisme. Mais pour cela, il faut aussi avoir, j'allais dire, des universitaires, des gens qui travaillent sur le terrain, qui fassent des analyses réelles, qui puissent faire émerger des concepts et des réalités qui ne sont pas simplement, j'allais dire, des hypothèses de travail au coin d'une table. Or, aujourd'hui, il y a quand même un déficit épistémologique au sein, j'allais dire, de la société, enfin en tout cas au sein des universités ou de la réflexion, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la criminologie est quand même très absente. Alors, on en pense qu'on veut, hein, mais je veux dire, on n'a pas cette base, cette matrice intellectuelle très forte qui permette, en dehors de cercles extrêmement restreints ou d'experts, je pense par exemple à une revue passionnante qui est celle du Grasco. Le Grasco, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est Madame Cutajar, qui est une professeure d'université, qui font des analyses extrêmement pertinentes. Le problème, c'est que ça reste dans des cercles très restreints et ça ne permet pas obligatoirement d'avoir un support intellectuel qui puisse faire émerger, comme ce matin, des débats extrêmement passionnants sur, j'allais dire, les formes de la mafia. Chez nous, on n'a pas du tout ces débats-là. Voilà. Alors, ça, c'est une introduction. On va s'arrêter à l'introduction pour des raisons de chronomètre. Je remercie... Vous voyez, l'évocation de la clochardisation de la justice suscite des applaudissements. Et puis, bien sûr, l'appel du pied à une communauté qui doit structurer, disons, une réflexion plus forte sur ces termes et sur ces enjeux est très apprécié ici, je n'en doute pas. On a senti dans votre réflexion ce que moi j'interprète comme une pointe d'envie ou d'admiration vis-à-vis d'un système italien dans lequel les magistrats, plus indépendants que les magistrats français, seraient peut-être un maillon moins faible que ceux de la chaîne que vous nous avez décrite. C'est donc un bon prétexte pour moi pour donner la parole à Salvatore Vella pour cette dernière intervention. Merci. Grazie. Io purtroppo parlerò in italiano e insomma avremo una traduzione quasi simultanea. Io lavoro nella Procura della Repubblica di Agrigento in Sicilia. Nella mia esperienza mi sono occupato anche di lotta alla criminalità organizzata e in questo periodo buona parte del mio lavoro viene dedicato al contrasto dell'immigrazione clandestina, perché da diversi anni, almeno da circa 15 anni, in Sicilia continuano a sbarcare immigrati clandestini dalle coste
del Nord Africa, un fenomeno che attualmente è in crescita. Alors, donc mesdames et messieurs, je vous remercie. Je m'excuse, mais je parlerai en italien et nous aurons donc une traduction quasi simultanée. Donc, je suis Salvatore Vella, magistrat près le parquet de la province d'Agrigente, en Sicile. Je me suis occupé pendant longtemps de la lutte contre la criminalité organisée, de la criminalité de type mafieux. Et désormais, je m'occupe principalement du contraste contre l'immigration clandestine, car il faut savoir que cela fait une quinzaine d'années que sur les côtes siciliennes débarquent des migrants clandestins depuis les côtes nord-africaines. Ci siamo accorti subito, quasi subito, in Sicilia che dopo una prima fase di sbarchi di immigrati auto-organizzati in cui gruppi di persone riuscivano a rintracciare una barca e si spostavano sul territorio europeo, abbiamo scoperto quasi subito che invece sul territorio nordafricano e oggi principalmente in Libia, ma non soltanto, anche una piccola fetta parte dall'Egitto, si erano costituite delle organizzazioni criminali a tutti gli effetti che lucravano su questi traffici, considerando i migranti, inizialmente soltanto del Nord Africa, ormai sempre di più della fascia sud-sahariana, considerando le persone come se fossero merce. E questo ha creato un grosso problema per quello che riguarda la nostra organizzazione. Donc si au tout début, au moment des premiers débarquements, il semblait qu'il s'agissait d'éléments plutôt ponctuels avec quelques dizaines de personnes qui arrivaient sur le territoire italien, on s'est rendu compte grâce aux dernières enquêtes que, on a mis la main sur un système beaucoup plus organisé d'organisation criminelle, alors la plupart agissant en Libye et en Égypte. Donc, constitution de nouvelles organisations criminelles qui profitent fortement de ce trafic d'êtres humains qui devient particulièrement lucratif. Fin da subito la Direzione Nazionale Antimafia, che è un organo composto da magistrati che ha sede a Roma e che coordina, crea dei collegamenti tra le indagini contro il crimine organizzato su tutto il territorio italiano, si è posta la questione se vi fosse un collegamento tra la criminalità organizzata di tipo mafioso, in particolare quella siciliana, dove avvenivano e dove avvengono ancora adesso la maggior parte degli sbarchi, e queste organizzazioni criminali che sono straniere, oggi per la maggior parte appunto gestite da libici e in minima parte gestite da egiziani. Era una domanda interessante a cui stiamo ancora cercando di dare una risposta, pur con la evoluzione dei fatti quasi quotidiana. Et le parquet national antimafia, qui est donc un organe composé de membres de la magistrature et qui a son siège ici à Rome et une fonction de coordination au niveau national de toutes les enquêtes qui sont menées en Italie, a soulevé justement la question d'un éventuel lien entre la criminalité organisée de type mafieux italienne et plus spécifiquement sicilienne et ces organisations criminelles étrangères, et plus spécifiquement celles qui agissent en Libye et de manière un petit peu plus réduite en Égypte. Mais la question reste encore aujourd'hui sans réponse. La domanda si fondava su questo presupposto. Le organizzazioni mafiose in Sicilia hanno il controllo o il monopolio dei grossi crimini, dei grossi traffici, del grosso business illegale. Com'è possibile che non dialogano con le organizzazioni criminali libiche che guadagnano oggi centinaia di milioni di euro? Non sono cifre tirate a caso, dai calcoli che abbiamo fatto ogni singolo viaggio con un barcone in legno che parte dalla Libia verso le coste della Sicilia causa un guadagno all'organizzazione criminale da 1 milione a 1,5 milioni di euro. Ci sono mesi in cui, compresi questi, in cui ci troviamo adesso, in cui registriamo dai 15 ai 20 viaggi al giorno, quindi
l'organizzazione criminale dei trafficanti di esseri umani guadagnano realmente grosse cifre, quindi il presupposto era questo. Alors la question s'est posée en ces termes. Comment est-il possible que Cosa Nostra, donc la mafia sicilienne, qui est réputée pour avoir un contrôle capillaire du territoire, puisse ne pas avoir de relations, d'éventuelles collaborations avec ces organisations criminelles étrangères, sachant qu'un voyage sur une de ces embarcations de fortune rapporte, les estimations sont fondées sur des chiffres et des enquêtes, entre 1 million à 1,5 million d'euros. Et sachant qu'il y a des mois où il y a 15 à 20 voyages, 15 à 20 embarcations de fortune qui arrivent sur les côtes siciliennes par jour. Questo è un ulteriore elemento, ma questo era un pensiero mio. Sembrava quasi che in qualche modo si volesse trovare questo collegamento tra la mafia, che ormai viene considerata un nemico da combattere particolarmente crudele, e questa massa di cittadini extracomunitari che arrivavano in Italia. J'ajoute un élément qui est le fruit de ma réflexion personnelle. J'ai l'impression que tout se passait comme si on voulait à tout prix trouver et créer cette relation entre Cosa Nostra, donc la mafia sicilienne, et cette masse d'individus qui arrivaient sur ces embarcations de fortune, ces migrants. In realtà ad oggi non abbiamo nessuna prova che vi è un collegamento tra le due tra l'organizzazione criminale Cosa Nostra siciliana e le organizzazioni criminali libiche. Perché? Perché la struttura organizzativa di queste organizzazioni criminali è tutta in territorio africano. Lì hanno le basi, le organizzazioni, le barche, e lì, ed è un elemento importante, raccolgono il denaro, perché queste organizzazioni criminali, come tutte le organizzazioni criminali, alla fine hanno come cuore il business, cioè la raccolta del denaro. Tutti gli immigrati che partono oggi con quei barconi dall'Africa pagano la permanenza e il biglietto in anticipo, quindi l'organizzazione è lì che raccoglie il denaro. Oggi, tra le altre cose, per una serie di evoluzioni sulle modalità nostre di contrasto, che se volete poi approfondiamo, chi guida queste imbarcazioni sono nella stragrande maggioranza dei casi membri non organici all'organizzazione, cioè non fanno parte dell'organizzazione, sono o migranti a cui è stato offerto di non pagare il biglietto per il viaggio in cambio del guidare l'imbarcazione, e per la maggior parte gente che non ha mai guidato un'imbarcazione nella sua vita e molto spesso non ha neanche visto mai il mare, oppure sono cittadini comuni che magari guadagnano in un anno con i loro lavori regolari in Libia, in Egitto o in Marocco 200 euro all'anno, e l'organizzazione criminale offre 3.000 o 4.000 euro per fare un singolo viaggio. Alors, en réalité, nous n'avons pas de preuve de l'existence de ce lien entre Cosa Nostra et les organisations criminelles libyennes ou égyptiennes. Mais nous savons, à la lumière des enquêtes que nous avons menées jusqu'à présent et sur lesquelles, si vous le souhaitez, nous pourrons revenir, notamment du point de vue de ces techniques d'enquête, nous savons que la structure organisationnelle de ces organisations est donc, d'un point de vue territorial, située en Afrique, et c'est bien là qu'ils récoltent l'argent. Car il ne faut pas oublier que l'objectif premier et principal de cette organisation criminelle est le profit et donc le business. Le billet, si on peut le dire ainsi, est déjà pris en amont, donc bien avant d'arriver sur la côte libyenne. Et toujours dans le cadre de ces enquêtes, nous avons pu trouver que ces embarcations de fortune, les personnes qui conduisent ces embarcations de fortune n'appartiennent pas d'un point de vue organique aux organisations criminelles. Il s'agit soit d'un migrant à qui on accepte de ne pas faire payer le voyage, donc le deal est celui-ci, je ne te fais pas payer le voyage en échange de ça, en échange de quoi
tu te mets à la barre de l'embarcation de fortune, ou alors des citoyens libyens, par exemple, qui gagnent très peu d'argent et profitent de cette opportunité de travail. Se ho ancora 2 minuti. Si j'ai encore 2 minutes. 1 minuto. L'ultima domanda che invece ci si è posti sempre più spesso è stata se tramite questi barconi che arrivano in Italia, e quindi se le organizzazioni dei trafficanti di esseri umani sono collegate con le organizzazioni terroristiche e con Daesh in particolare. Si è fatto questa domanda perché ci sono state forze politiche che hanno ipotizzato che attraverso questi barconi, o adesso sempre di più anche dei gommoni costruiti in Cina, arrivassero sul territorio europeo terroristi addestrati per commettere atti terroristici sul suolo europeo, o insieme a loro armi da utilizzare negli attentati terroristici, quindi a disposizione delle organizzazioni terroristiche. Anche lì la mia sensazione, e questa è una mia sensazione personale, era che si volesse a tutti i costi, da parte di alcuni, trovarlo questo collegamento tra trafficanti di esseri umani, immigrati clandestini e terrorismo di matrice islamica. Donc le dernier point sur lequel je voulais revenir, la dernière question qui a été soulevée notamment dans le débat public, est de savoir si ces organisations, nos organisations mafieuses, étaient liées les organisations des migrants étaient éventuellement liées aux organisations terroristes de type Daesh ou ISIS, car certaines forces politiques ont émis l'hypothèse de la présence parmi ces embarcations de fortune d'éventuels terroristes ou d'armes destinées à commettre d'éventuels attentats. Mais ma sensation, comme je l'ai dit précédemment, est qu'on a absolument voulu créer, on a cherché de manière volontaire le lien entre cette immigration et la présence d'eventuali terroristi. Ringrazio il dottor Vella anche per il difficile sforzo con la traduzione. Je remercie il dottor Vella. Et maintenant, alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, une vingtaine de minutes, parce que les horaires d'avion pressent, et je voudrais bien sûr laisser l'espace nécessaire à la session finale. Est-ce que première rapide réaction du panel, Béatrice Brugère voulait dire un petit quelque chose, je crois, et puis après on passe à la salle pour, s'il vous plaît, un exercice de questions et pas d'affirmation pour garder cette vivacité qui est imposée par notre montre. Merci. Oui, très très rapidement. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que le trafic de migrants est un excellent exemple, en fait, de la collusion possible que l'on peut trouver entre certaines organisations criminelles mafieuses et des occurrences qui sont celles évidemment liées à la géopolitique actuelle. Il se trouve qu'un de mes premiers postes, j'étais nommée à Boulogne-sur-Mer, donc Sangatte existait à l'époque. Et c'est intéressant parce que déjà à l'époque, on avait un flux de migrants, alors ça venait de l'Afghanistan à l'époque, de l'Irak, tout ça, et on pouvait voir déjà, il y a donc plus de 10 ans, les organisations criminelles à l'œuvre. Alors, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, on a peu d'enquêtes, pour dire la vérité. Donc, on a aussi peu de choses pour affirmer ce qu'il en est ou ce qu'il n'en est pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite la possible collusion qui peut y avoir entre des organisations criminelles, voire terroristes, et la perte de territoire. Alors là, pour le coup, complètement, je ne dirais pas quasiment assumée, mais réelle, des pouvoirs publics sur des poches de territoire, ça date d'il y a 10 ans, donc c'est tout le problème de la jungle de Calais dont vous avez peut-être entendu parler, et de l'inaction de la justice, c'est-à-dire que les choix procéduraux qui étaient faits il y a 10 ans et qui sont toujours les mêmes sur ce genre de trafic de migrants sont des choix d'urgence, à savoir, pour les spécialistes, excusez-moi, des choix de comparution immédiate. Ce qui veut dire très concrètement, c'est qu'on évacue des flux, on est submergé par le flot et on ne fait aucune enquête réelle en profondeur qui mériterait d'être faite, c'est-à-dire saisine d'un juge d'instruction, pour le cas français évidemment, avec des moyens opérationnels, qui puissent
infirmer ou affirmer ce qui vient d'être dit, à savoir une collusion réelle entre la criminalité organisée et le terrorisme. Donc on est sur des hypothèses, mais les hypothèses, il ne faut pas complètement les fermer, parce qu'en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire ces enquêtes, et on ne les fait pas. Et pire que ça, et ça c'est une information très récente, c'est qu'aujourd'hui, sur le secteur de Calais, toutes les infractions qui sont commises en périphérie de cette situation de fait de perte de territoire ne sont pas du tout traitées par la justice, qui ne traite juste plus rien. Donc, obligatoirement, c'est la possibilité d'avoir des infrastructures type mafieuses qui prennent le territoire. Donc, et pour finir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en France, on ne fait pas le lien, ce qui est le cas en Italie, ce qui est fait en Italie, contrairement à ce qui est fait en Italie, entre la criminalité organisée et la mafia ou le terrorisme. Parce qu'en fait, depuis très longtemps, on pense que ce n'est pas du tout les mêmes phénomènes. Et on a raison, ce n'est pas les mêmes phénomènes. Mais le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas de vouloir en faire les mêmes phénomènes. Le problème, c'est de pouvoir comprendre en quoi les uns et les autres peuvent avoir des collusions ou une forme de porosité pour s'aider, que ce soit pour le trafic de migrants, le trafic d'armes, puisqu'on sait maintenant aujourd'hui, dans les dernières affaires terroristes, que des terroristes ont en tout cas saisi l'occurrence ou la possibilité justement de passer dans le flot des migrants pour pouvoir venir sur nos territoires. Donc c'est vrai que cette approche criminalité organisée d'un côté, terrorisme de l'autre, nous rend sourds et aveugles pour analyser de façon très claire et très précisément les phénomènes. Donc aucune certitude, mais en tout cas des inquiétudes. Merci d'avoir partagé ces inquiétudes avec nous. Stefano Silvestri. Je voulais, sur le rapport entre terrorisme et criminalité organisée, je voulais faire une observation. C'est-à-dire, il est évident que, comme disaient les juges maintenant, le problème, ce n'est pas tellement l'identité d'objectif ou d'organisation, mais c'est la possibilité qu'il y ait des alliances, disons, de type utilitaire, pour avoir des faux documents, pour avoir des armes à disposition, et d'autres choses. Ce sont des choses dans lesquelles il peut y avoir des coopérations, des choses de proximité. Ça ne signifie pas beaucoup, c'est-à-dire le phénomène de la criminalité organisée est beaucoup plus large que le phénomène du terrorisme en termes d'hommes, en termes de diffusion sur le territoire. Donc, le terrorisme, dans ce cas, c'est vraiment quelque chose que je voudrais voir plutôt en client de la criminalité organisée plus qu'en contrôle. Sauf peut-être dans certaines situations particulières, comme ça a été, par exemple, en certains moments, pour de ce que j'ai pu comprendre, dans les maillots du réseau de l'exportation de la drogue sud-américaine à travers le Mali, et dans lesquels, effectivement, la coopération entre terroristes et criminels normaux est allée à la fin à l'avantage des terroristes, au contrôle des terroristes eux-mêmes. Donc ça peut arriver, je crois, mais ce sont des cas tout à fait particuliers. Je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer les réseaux de prisons. C'est beaucoup de terroristes français, mais aussi dans d'autres pays, se sont radicalisés en partie, mais se sont connus en prison, ou ont des rapports en prison. Et en prison, il y a évidemment aussi la criminalité organisée. Et donc là, il peut y avoir des connexions, des connaissances. Et les réseaux peuvent... et là, je crois qu'il y aurait beaucoup à chercher, à voir. Bien que peut-être on peut avoir des situations plus compliquées, mais je crois que c'est une piste intéressante. Et finalement, je voulais tellement faire une petite observation sur la question que Giudice Cheval a dit, c'est-à-dire la question des bateaux qui viennent de Libye ou d'Égypte. Les zones d'où viennent ces bateaux sont les zones
contrôlée par une série de tribus et de forces qui surtout s'organisent en Libye autour de deux groupes, le groupe de Misurat à Tripoli et du groupe de Tobruk Haftar. Donc là, on a évidemment la possibilité d'une coopération entre les forces qui se veulent nationales ou de gouvernement dans ce moment, et des groupes criminels et même des groupes terroristes, mais surtout des groupes criminels, pour une raison assez simple à mon avis, et c'est-à-dire pour l'argent. Parce que la distribution de l'autre grande source d'argent libyenne, c'est-à-dire l'exportation de pétrole et de gaz, mais surtout de pétrole, est limitée et surtout arrive à travers un système de redistribution contrôlé par la Banque centrale libyenne qui est organisé en sections et en pourcentage plus ou moins déjà réglé par les accords entre tribus. Donc avoir une source indépendante et importante d'argent, c'est une manière d'avoir plus de pouvoir. Merci. Merci Stefano. Lascio la parola al dottor Vella per qualche punto. Continuerei proprio su questo aspetto sottolineato dal dottor Silvestri. Oggi noi non abbiamo prove che vi siano collegamenti tra le organizzazioni dei trafficanti di esseri umani e le organizzazioni terroristiche. Anzi, io tenderei ad escludere che le organizzazioni terroristiche che, come tutte le organizzazioni, per addestrare le proprie risorse spendono tempo e denaro, perché un combattente costa ad un'organizzazione criminale in termini di ore di addestramento, stipendi e quant'altro, tenderei ad escludere che le organizzazioni terroristiche utilizzino per far entrare in territorio europeo i propri combattenti imbarcazioni che sono assolutamente insicure, dove frequentemente i passeggeri muoiono per diversi motivi durante la traversata. Alors, je voudrais continuer sur ce que vient d'avancer le Dr Silvestri, et que, donc, effectivement, nous n'avons pas d'éléments concrets, nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent d'affirmer un lien entre ces flux migratoires et des organisations criminelles. Et je m'avancerai encore davantage sur ce point, car en revenant sur la question de l'argent, un terroriste coûte à l'organisation criminelle, ne serait-ce que pour son entraînement, pour tout le matériel qu'il lui faut, etc. Et il y est très difficile de penser qu'une organisation criminelle puisse risquer de laisser un terroriste partir sur une embarcation de fortune qui a de fortes probabilités de ne pas arriver sur le territoire de destination. Però la collaborazione tra organizzazioni criminali di trafficanti di esseri umani e organizzazioni terroristiche potrebbe fondarsi su altre basi, e cioè è assolutamente vero quello che è stato detto poco fa, e cioè che oggi l'economia libica di quel territorio che oggi continuiamo a chiamare libico, ma in realtà è multiforme, l'economia libica si basa su due colonne, cioè ancora le riserve di gas e petrolio, ma oggi una buona fetta dell'economia libica si fonda sul traffico di esseri umani. E questo è un aspetto da non sottovalutare, soprattutto se parti del territorio libico poi diventano nella disponibilità di organizzazioni che noi chiamiamo criminali, e faccio riferimento soprattutto alle forze del califfato. Ma non è soltanto questo. Sono necessarie indagini più approfondite, perché è vero che oggi i trafficanti di esseri umani hanno tutta una serie di conoscenze, esperienze e risorse per poter movimentare uomini e cose su diverse rotte mediterranee, e vi sono elementi, ad esempio, per dire che queste organizzazioni abbiano utilizzato trasporti per trasportare, oltre che uomini, merci, magari come forme di pagamento.
Noi abbiamo oggi in Italia tutta una serie di conoscenze che nascono dal contrasto delle organizzazioni di stampo mafioso che potremmo benissimo utilizzare nei confronti del contrasto delle organizzazioni che trafficano esseri umani. Uno dei problemi più importanti, perché è nei particolari che poi si incentra il contrasto, è ad esempio la disponibilità di interpreti fidati, cioè va bene le leggi, va bene prevedere determinati reati, va bene prevedere anche pene importanti per questo tipo di reati, ma se ad esempio non abbiamo uomini fidati che ci traducono le intercettazioni di conversazioni sia telefoniche che ambientali, o quello che questi trafficanti una volta che li arrestiamo si dicono, diventano i nostri strumenti spuntati. Dobbiamo renderci sempre più conto che il nostro territorio è diventato un territorio dove larghe fette della popolazione parlano lingue diverse che non sono le nostre, e tra questi vi sono sicuramente anche dei criminali. Ad esempio questo per noi è un problema molto serio. In una delle indagini di cui mi sono occupato io, che riguardava un'organizzazione criminale organizzata nigeriana, che da un punto di vista professionale portava in Italia giovanissime nigeriane per poi sfruttarle nel campo della prostituzione, rendendole schiave sostanzialmente. Le conversazioni che abbiamo intercettato sono avvenute tramite due ragazze che lavoravano in un bar, che conoscevano questi dialetti nigeriani e che facevano questo lavoro per noi part-time. Ed è stata un'indagine che ha avuto anche un eco internazionale, in cui si è scardinata un'importante organizzazione grazie a due ragazze che fanno le bariste a tempo pieno e part-time lavoravano per i carabinieri. Questo non è più concepibile, secondo me. Alors, en revenant toujours à cette question de la collaboration entre les trafiquants d'êtres humains et les organisations de matrice terroriste, il peut éventuellement y avoir d'autres bases à ces relations. Si on revient sur la question de la structuration de l'économie libyenne, il y a certes les deux piliers qui ont été évoqués par le docteur Silvestri, mais il y a également le profit qui peut être retiré du trafic d'êtres humains et qui retombe dans le système économique libyen. Et surtout, le point sur lequel le Dr Well a mis l'accent est le besoin de davantage de formation et de moyens humains à disposition pour mener ces enquêtes, car ces organisations criminelles sont en train d'acquérir une véritable expérience, elles sont en train de se structurer. Et aujourd'hui, nous avons effectivement une connaissance en matière de lutte contre la mafia en Italie que nous pourrions utiliser dans la lutte contre ce genre d'organisation criminelle. Et un problème important est par exemple la disponibilité d'interprètes de confiance pour pouvoir traduire tout simplement les écoutes environnementales qui sont faites. Et il a simplement mentionné un exemple qui était celui d'une enquête qu'il avait menée sur un trafic de jeunes filles nigériennes destinées à la prostitution, et les écoutes environnementales ont pu être traduites grâce à la collaboration donc des carabiniers qui travaillaient avec le Dr Well sur l'enquête, de deux jeunes filles nigériennes qui travaillaient dans un bar, qui étaient serveuses et qui, à temps partiel, traduisaient en fait les écoutes environnementales. Et selon lui, aujourd'hui, c'est un aspect qui serait peut-être difficile, mais c'est un point important. Alors je traduis ça pour nos amis français ici. Lorsque vous parlez dans les bars italiens, attention, hein, vous pouvez être écouté. Non, c'est une boutade de ma part. Il nous reste vraiment quelques minutes pour des interventions extrêmement rapides, je vous prie, parce que nous sommes tenus par des horaires d'avion. Merci. Oui, alors vraiment une question. Je voudrais, à partir des propos de Madame Brugère sur État fort, État faible, justice forte, justice faible. Pour avoir vécu 5 ans en Allemagne, ce qu'on réalise quand on habite là-bas, c'est que la force de l'État ou la force de la justice, qui sont certes plus fortes qu'en France, on ne peut pas le nier, mais surtout, on pourrait revenir à des notions plus en amont de contrôle social, par exemple. Et la force des institutions allemandes repose sur la collaboration des citoyens allemands avec les institutions.
Donc voilà, c'est la question finalement des forces sociales au-delà de l'État qui font que les institutions, le droit, etc. Peuvent être mises en œuvre de manière plus ferme, plus solide, etc. On prend rapidement éventuellement d'autres questions et on n'en prendra pas d'autres ou d'autres. Bien écoutez, on a pris rapidement d'autres questions, c'est très bien. Donc je laisse la parole à Béatrice Brugère sur une question qui, moi, me rappelle les travaux de Robert Putnam sur l'Italie, la tradition civique. Ah sì, c'era una questione e anche un'affermazione sullo Stato, su una comparazione con la Germania dove c'era un controllo sociale, una collaborazione delle parti sociali abbastanza coesa e questo rendeva l'azione dello Stato e della giustizia più forte, ma con la problematica della coesione sociale delle forze sociali in campo. Ecco, se posso riassumere. Oui, merci, c'est une très bonne question, le contrôle social. Je ne vais pas vraiment répondre, je vais vous poser, enfin, je vais aller sur un autre thème, parce que ce que l'on assiste aujourd'hui, enfin, à quoi on assiste en France aujourd'hui, c'est un problème de territoire aujourd'hui. Un autre ministre, Caner, avait fait une sortie qui a fait beaucoup de bruit lors des attentats du Bataclan, je crois, en disant en France il y a 100 Molenbeek. Et ça pose le problème du contrôle social et de la cohésion sociale plus exactement. Là aussi, on n'a pas de visibilité très claire, on n'a pas d'études, on a beaucoup de stéréotypes, on a beaucoup parfois aussi d'idées reçues ou pas. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est qu'on a découvert à l'aune des attentats une vraie problématique sur une forme de bienveillance d'une partie de la société, sur à la fois, comment dire ça, je dirais pas une protection des organisations criminelles, dont le terrorisme d'ailleurs est la partie la plus visible, mais en tout cas une vraie problématique de perte de territoire. Bon, alors après le problème en France, c'est que tout est instrumentalisé de manière très politique, donc c'est difficile d'avoir des débats un petit peu, j'allais dire, rationnels. Mais en termes de territoire, et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, on s'aperçoit quand même que le trafic de drogue notamment a été pris en main par ce qu'on appelle, entre guillemets, les salafistes dans certaines banlieues, ça c'est très clair, qui prélèvent l'impôt, qui contrôlent les trafics, et que là, pour le coup, il y aurait une véritable étude à faire sur cette collusion ou même cette reprise en main de territoire par des organisations qui sont plus du côté du terrorisme que du côté de la criminalité organisée plus classique, et qu'on serait sur à mon avis, sur une forme un peu hybride, nouvelle, spécifique, de nos territoires, type mafieux. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à explorer au niveau intellectuel, puisqu'en fait, il y a de l'intimidation. Il y a des prélèvements d'impôts, il faut le dire, il y a des endroits carrément où on prélève l'impôt pour être recyclé à des fins à la fois criminelles et voire terroristes. Donc je pense qu'il y a tout un travail là d'enquête à faire sur lequel on parle peu, et quand on en parle, c'est mal, ce qui est un petit peu ennuyeux, et c'est souvent dans l'émotion, ce qui est le propre souvent des sorties politiques dans notre société. Donc le contrôle social est un vrai sujet à ce niveau-là, parce que ce qu'on pourrait voir justement, c'est quelle partie de la population est déjà, malgré elle ou avec elle, je ne sais rien, enfin je veux dire, est-ce que c'est subi ou pas d'ailleurs, ça c'est une vraie question, presque en sécession et en bienveillance. Il y a eu dernièrement l'Institut Montaigne qui a sorti, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, un rapport là-dessus. C'est pour vous, les sociologues, les historiens. Il faut aller comprendre et voir ce qui se cache derrière, sans tomber sur des choses vite fait, bien faites et mal comprises. Mais il y a quand même là un vrai sujet de recherche, et peut-être quelque chose d'un peu hybride et nouveau sur de la criminalité organisée qui bascule dans le terrorisme, ou du terrorisme qui utilise la criminalité organisée, et des prises de territoire type mafieux.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, je remercie Béatrice Brugère. Je conclus en évoquant une certaine culture italienne, celle des fiancheggiatori, dans une autre période historique, celle de ceux qui, au flanc d'un phénomène terroriste, peuvent constituer un humus favorable ou neutre. C'est certainement une question qui s'est posée dans le passé. Elle a été une question qui a eu un traitement politique en Italie. Et sans rentrer dans les spécificités qui sont réelles, sans rentrer dans les différences qui sont importantes, mais on peut dire que ce type de question se pose certainement aujourd'hui en France. Je vous remercie. Et j'aurais bien aimé moi aussi commenter, mais je m'arrête là. Voilà. Place à la prochaine session.